Je vous propose aujourd'hui, c'est déjà de nous présenter un petit peu rapidement sur les gens qui sont autour de la table, pour un peu vous expliquer ce que c'est un petit peu le Smart City et comment on déploie un service Smart City en France aujourd'hui. Donc je vais passer la parole à Louis Moreau pour se présenter. Donc, bonjour à tous, Louis Moreau, Société Equep. Alors, pour pouvoir savoir ce qui se passe dans notre ville, il faut avoir des capteurs, et donc chez Equep, c'est ce qu'on fait, on développe des capteurs, notamment des capteurs de pollution, donc radioactivité, particules fines, pesticides, ondes électromagnétiques, de façon à pouvoir les intégrer dans différents systèmes pour les Smart City. Bonjour à tous, Thomas Toutain. Moi je suis délégué d'une association d'éco-entreprises qui développe des produits et des services en faveur de la transition énergétique et écologique des territoires. Et au sein de notre réseau, on a aussi beaucoup d'acteurs du numérique qui permettent d'envisager justement une transition des territoires en toute connaissance de choses. Bonjour à tous, donc je suis Raphaël Ataï, Société Eurotech. Notre mission, c'est de recréer un lien de communication entre le terrain, donc la ville, et toute la partie logicielle, IT. Et donc, dans tout ça, Eurotech est spécialisé dans les organes de collecte, c'est-à-dire les routeurs qui vont remonter ces informations de façon complètement sécurisée, bidirectionnelle, temps réel. Et donc, Eurotech est très présent dans ce monde de la Smart City, puisque fort d'une expérience de 30 ans d'âge, où moi, pour Eurotech, je m'occupe de tout le développement commercial sur la France et la Suisse, toute notre présence ici. Bonjour à toutes et à tous, Nordine Afsaoui, je représente la société Hot-Hydromet. Nous sommes fabricants de capteurs hydrométéorologiques et concepteurs de solutions hydrométéorologiques. Et je travaille sur les projets Smart City en partenariat avec Mobile Tech People, en particulier sur le projet Cityrama. Et nous fournissons des capteurs météo qui est une composante très importante dans les projets Smart City. Bonjour à tous, Pierre Pernaut d'Airparif, l'Observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France, et je suis notamment coordinateur de AirLab, qui est une plateforme d'open innovation qui a été lancée le 20 septembre pour favoriser et coordonner l'innovation, pour accélérer les solutions pour la qualité de l'air. Donc aussi bien des solutions de surveillance, d'information ou de dépollution. Alors j'ai posé une question à un de nos intervenants, en fait c'est quoi le Smart City, n'est-ce pas Noureddine? Alors, on entend beaucoup parler de Smart City depuis quelques années. Il faut savoir que la Smart City et les projets Smart City se développent depuis quelques années parce qu'en fait, il y a plusieurs statistiques qui ont été publiées. D'ici 2050, il va y avoir une croissance de la population dans les villes et nous estimons aujourd'hui, il est estimé aujourd'hui que plus de 70% de la population, en tout cas en France, vivra dans les villes en France et aussi dans les grandes métropoles dans le monde. Ce constat fait en sorte que cette population, il va falloir la gérer et surtout gérer tous les aspects liés à la pollution, donc à la météorologie en tout cas en ce qui me concerne, et à la mobilité. Donc, qu'est-ce que c'est la Smart City? C'est pouvoir fournir des solutions qui vont permettre d'informer les usagers, les collectivités locales pour optimiser tout type de ressources, aussi bien en ce qui concerne l'énergie et aussi donc pour arriver au bien-être, un meilleur bien-être des citoyens dans les villes. C'est Noureddine pour cette définition, si je puis dire. Je pourrais rajouter, effectivement, c'est aussi des économies, on est bien d'accord. Le Smart City, c'est de faire réaliser aux villes des économies, c'est très important. On vous a aujourd'hui cet atelier, on va la couper en deux. Pour l'instant, on va vous dire, voilà, c'est pas si simple de faire du Smart City, il faut un territoire, il faut des objectifs. C'est pas aussi simple qu'il y croit, il faut aussi sensibiliser les acteurs publics. Et là, je vais passer la parole à Thomas Toutain, qui lui, au sein du RAPOL, est assez connecté à la sphère publique et il va vous expliquer que c'est pas si simple que ça. Merci. Effectivement, sur le développement de projets en lien avec les territoires, puisque effectivement la Smart City, ça concerne des territoires,
Il y a effectivement l'aspect technologique qui rentre en jeu, donc déjà effectivement avoir une connaissance de ce qui se fait en termes de solutions technologiques, être capable de les qualifier. Et sur un stade amont, je dirais, il y a aussi toute une problématique autour de la gouvernance et de la mise en œuvre de projets partagés. Donc bien définir effectivement quels sont les objectifs de chacun et comment on peut y répondre. Ça demande une connaissance fine aussi des territoires et une relation avec eux sur le long terme. Si on veut aussi rapprocher le concept de Smart City de l'identité des territoires qui sont concernés. Je pense que pour avoir un bon projet aussi de Smart City, il faut faire ça en lien direct avec les territoires, les usagers, qui peuvent avoir d'ailleurs plusieurs objectifs différents en fonction de leur activité sur le territoire, qu'ils soient habitants, professionnels, par exemple, ou dans le cadre de l'enseignement. Donc il y a vraiment tout un champ amont à définir, si on pourrait qualifier comme ça, à définir un cahier des charges de ce que sera la Smart City en fonction de l'histoire et effectivement de l'avenir du territoire, mais en prenant les spécificités de ce territoire-là. Thomas, c'est effectivement une bonne définition des relations avec les acteurs publics. Au-delà de ça, c'est aussi avoir toute une infrastructure à déployer sur la ville, donc c'est des choix logiciels, matériels, de capteurs. Là, je vais repasser la parole à Noureddine Assaoui de Hot. Il va vous passer un petit slide sur les capteurs météorologiques. C'est un petit peu manquant aujourd'hui dans les villes. On en a beaucoup dans la campagne, mais on n'en a pas tellement dans les agglomérations dans les villes. Et Noureddine va un peu vous expliquer à quoi ça sert. Et ensuite, je passerai la parole à Monsieur Dorotech parce qu'il faut remonter ses données, donc c'est pas si simple que ça. Alors tout à fait, donc en fait pour comprendre dans les projets Smart City l'intérêt des capteurs météorologiques, c'est qu'aujourd'hui on s'intéresse tous à la météorologie. La veille de nos déplacements ou la veille d'aller au travail ou le matin, on regarde tous la météorologie parce qu'on ne sait pas si on va prendre la voiture, les transports en commun ou les vélos. Ça a un impact très important parce que cet aspect mesure de météorologique va inciter les usagers ou les collectivités à informer les usagers, soit à prendre leur véhicule s'il pleut ou s'il neige, soit à prendre les transports en commun si, pour des raisons pratiques, il va être préférable de prendre les transports en commun, soit de prendre des vélos si on sait qu'il va faire très beau. Cette incitation via la mesure météorologique, ça va avoir un impact sur le mode de transport et donc forcément sur l'affluence de l'utilisation, ça c'est un exemple, des Vélib en région parisienne. Et donc il y aura besoin d'avoir une information, s'il y a trop de personnes qui prennent des Vélib, de savoir où sont disponibles les Vélib. Et donc cette information-là, elle est liée à la météorologie. Et donc forcément, il y aura besoin de communiquer beaucoup plus en temps réel aux usagers, aux collectivités locales, ce type d'informations sur la disponibilité des Vélib, sur le trafic dans les villes, et donc sur les temps de parcours. Donc la météorologie a un impact très important. Noureddine, ça n'a pas qu'un impact sur le Vélib ou les voitures, ça a sur le Smart Grid, sur le Smart Building. Donc là, je vais plus vous passer la parole en fait à Raphaël qui lui va vous expliquer plus les fonctions Smart Grid et les fonctions Smart Building qui sont des parties intégrantes, on est bien d'accord, du Smart City. Oui, exactement. Donc en fait, on s'aperçoit que plutôt que d'avoir des technologies qu'on va s'évertuer à mettre au service d'un cadre applicatif qu'on trouvera, chez Eurotech, on fait le principe inverse, le postulat inverse, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui existent et il faut que la techno serve ces cas applicatifs. Quand on monte une infrastructure, à nous de faire en sorte, nous industriels, de remettre à tous les intégrateurs une infrastructure qui puisse être la plus modulable possible, c'est-à-dire qui puisse s'adapter autant à des cas météo, type Smart City, à des cas type Smart Grid, donc avec de la remontée de capteurs plutôt énergétiques, et à l'inverse, qui puisse être aussi flexible sur le côté redescente, puisque capter de l'information, très bien, temps réel, on l'a dit tout à l'heure, par contre aussi donner une infrastructure qui donne la capacité de rétroagir sur l'environnement. Exemple, je capte une information de température trop forte sur une ville,
peut-être qu'il faut que j'aille actionner la distance d'arrosage sur les massifs qui environnent, et ainsi de suite. Donc notre rôle, il est là. Temps réel, modularité et flexibilité pour avoir une information qui soit fiable, qualifiée et à 100% juste. C'est une bonne définition, Raphaël, effectivement. Donc en fait, le Smart City touche beaucoup de sujets dans la ville. Smart santé, avec la pollution, on en parlera un petit peu tout à l'heure avec Pierre. Il y a aussi, au-delà d'avoir des bons capteurs solides, et ça c'est un sujet que j'aimerais bien aborder, c'est la mutualisation des infrastructures pour les capteurs. Installer un capteur dans une ville, ça coûte de l'argent. C'est des travaux publics, c'est tout un ensemble de choses. Donc en amont, on doit, si vous voulez, sélectionner du bon matériel. C'est ce qu'on a fait autour, on va dire, de nos interlocuteurs. Luft, dans le cas des stations météo, c'est un des leaders mondiaux de la station météo. Eurotech, dans son domaine sur l'IoT, on va dire industriel, c'est un des leaders au niveau mondial. On se base sur l'expérience qui n'est pas récente, on est bien d'accord, de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années d'accumulation de savoir-faire sur un certain nombre de capteurs. Pour nous, c'est important parce que quand on installe un capteur sur la voie publique, il faut qu'on le rentabilise. Il ne faut pas qu'on y aille tous les 2 mois pour aller le nettoyer, le réparer ou assurer de maintenance, parce que le coût de déplacement en Ile-de-France est très très cher. Il faut compter à peu près 180 € aujourd'hui en Ile-de-France pour aller, on va dire, faire une maintenance sur un capteur ou aller réparer un capteur. Donc si vous mettez un capteur qui vaut 30 €, vous doutez bien que vous allez avoir quelques petits problèmes parce qu'il va falloir y aller souvent et la valeur du déplacement est supérieure à la valeur du capteur. Donc il faut essayer de mettre des capteurs qui vont durer dans le temps. Il y a un autre sujet dans la Smart City, c'est le capteur individuel. Et ça, je vais passer la parole à Louis parce que effectivement, il y a des capteurs d'infrastructure qu'on peut mettre dans la ville, mais le citoyen, l'usager, peut aussi remonter des données au travers de son smartphone et donc agréger au sein de l'open data ces nouvelles données. Et justement, EcoHub travaille pas mal sur ce sujet. Donc tout à fait, je vous parlais tout à l'heure de nos capteurs de pollution. Donc le premier, c'est un détecteur de radioactivité. Alors certes, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est petit, qui a de très haute performance et qui se prend dans la poche et qui fait que vous pouvez savoir ce qui se passe autour de vous. Dans le futur, on va développer un capteur de particules fines. Dans une ville comme Paris, on aimerait bien savoir si, c'est très bien d'avoir une météo de l'air autour de soi, mais est-ce que savoir si l'air, exactement au moment qu'on respire, est pur ou est suffisamment respirable? Paris, des fois, c'est pas forcément le cas. Est-ce que si on pouvait savoir ça, ça serait pas plus intéressant? Alors le radon à Paris, bon, pas tellement, mais il faut savoir que le radon, c'est un gaz radioactif dans la radioactivité, qui est la cause de 10% des cancers du poumon, première cause pour les non-fumeurs. Et ça, pareil, avoir un appareil installé chez soi, pouvoir diagnostiquer soi-même son domicile, le domicile de ses voisins si on est prêté, c'est une opportunité qui n'arrive qu'avec le capteur personnel embarqué dans sa poche. Et surtout, sur l'aspect Smart City, ça responsabilise aussi le citoyen parce qu'on a tendance à dire la technologie, ça sépare les gens, tout le monde est sur son portable, etc. Là, il y a une action un peu collective, chaque citoyen qui effectue sa propre mesure, qui peuvent ensuite être remises en commun pour avoir des cartographies, open data, etc. C'est un peu ce qu'on va faire sur la ville de Béthune, en fait, oui. Exactement, donc on a été lauréat d'un appel à projet Béthune 2020. Donc, qui aura un partenariat avec Citirama, on va aller déployer des réseaux de capteurs, donc soit en station fixe, soit distribuer du capteur aux citoyens, de telle sorte qu'ils puissent effectuer leurs mesures et avoir plus d'informations sur des événements qui sont en train de se passer dans leur ville. Bon, intéressant tout ça. Je crois qu'on va passer au slide suivant. Je ne sais même plus ce qu'il y a. Donc là, une fois qu'on a un petit peu déterminé les objectifs, qu'on a identifié les acteurs publics, qu'on a des partenaires, vous avez des bons capteurs, il faut installer. Et en fait, c'est pas si simple parce que vous allez comprendre pourquoi il faut en fait déployer des capteurs. C'est pour nourrir le big data, c'est le plus important. Nous aujourd'hui, quand on rencontre des gens qui travaillent dans le big data, dans le chauffage, dans la climatisation, dans tout un ensemble de domaines, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'on n'a pas de données. Donc il y a un vrai enjeu de collecter aujourd'hui de la donnée sur les territoires pour pouvoir alimenter les modèles de big data. On est membre de Paris & Co, qui est l'incubateur de la ville de Paris. On est parmi 400 startups.
Sur les 400 startups, vous avez 60 startups qui travaillent dans le big data et qui aujourd'hui cherchent la donnée. Et de la donnée, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est un petit peu un des objectifs aujourd'hui de Citirama, c'est de pouvoir collecter de la donnée pour pouvoir après la remettre à disposition. Donc il y a là plusieurs cas de figure. Je vais passer la parole, je pense à Thomas. Il y a des données pour les développeurs d'applications mobiles. Il y en a pour le big data, donc le chauffage, climatisation, smart grid, modélisation température, pollution, vent, solaire, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y a aussi l'open data pour le grand public et les collectivités locales qui sont très très importants. Thomas, qu'est-ce que tu pourrais dire toi là-dessus aujourd'hui sur la mutualisation des données, sur l'open data, sur ce grand big data justement? Sur ces enjeux-là, effectivement, on en parle beaucoup. Après, il y a justement qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, il y a déjà effectivement la problématique de la collecte. Et là, on voit qu'aujourd'hui, il y a des solutions technologiques qui permettent effectivement de faire remonter tout un tas de données. Derrière, il y a quand même leur traitement et aussi la capacité à comprendre les données qu'on collecte, leur degré de finesse, le type d'application sur lesquelles on peut aller. Et puis, il y a aussi la notion de ne plus travailler effectivement en silo par secteur d'activité et bien d'avoir une démarche collective et intégrée de tous les acteurs qui participent au territoire. Donc là, il y a aussi un enjeu pour les collectivités de se réapproprier leurs données. Alors, on peut citer des exemples de secteurs d'activité comme celui de l'eau ou des déchets, qui historiquement, on va dire, manquaient un peu de visibilité par rapport aux collectivités, notamment sur leur choix de gestion de ces flux qui sont essentiels à la vie d'une collectivité. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les infrastructures Smart City, c'est aussi la possibilité pour une collectivité de se réapproprier sa donnée et de la distribuer en fonction aussi de ses objectifs de développement territorial. Effectivement, c'est à peu près ça. Donc nous, dans une de nos offres aujourd'hui, ce qu'on propose sur notre armoire intelligente, c'est de pouvoir mutualiser la collecte de données. En fait, c'est d'agglomérer les capteurs de partenaires par rapport à notre infrastructure. Et ensuite, nous, on a aussi un objectif de normalisation de la donnée, de la certifier aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeux de données qui circulent, mais ça n'a pas grande valeur parce qu'elles ne sont pas time-stampées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément géolocalisées. Alors parfois, on a une adresse, mais on n'a pas forcément une géolocalisation GPS ou un timestamp clair. Donc aujourd'hui, un des objectifs aujourd'hui de Citirama au travers de tous les partenaires ou les territoires, en tout cas sur la ville de Grosbois, là on est présent aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir timestamper cette donnée, la normaliser avant de pouvoir la distribuer à des tiers qui puissent la consommer. Donc on va parler là du déploiement de la ville de Courbevoie. Vous expliquer aujourd'hui que déployer un service Smart City, c'est pas si simple que ça. Il faut discuter avec des interlocuteurs dans une ville et des interlocuteurs, il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, pour déployer du Smart City sur la ville de Courbevoie, vous discutez à peu près avec 20 personnes. C'est pas simple. Il faut aussi être dans le temps des collectivités locales, qui n'est pas le temps des entreprises privées. Donc en gros, vous, quand vous prévoyez 2 mois, il faut prévoir 6 mois et 8 mois. C'est comme ça, il faut faire avec. C'est beaucoup de préparation en amont, de pouvoir installer des capteurs. Je crois si on passe le slide après, Pierre, juste montrer, c'est du vrai TP, c'est du travaux public, je ne vais pas vous mentir. Il faut ouvrir les trottoirs, il faut faire du marteau-piqueur, il faut monter sur les toits. Ça nécessite des engins particuliers qui coûtent de l'argent aussi, c'est évidemment pas gratuit, mais ça permet aussi, si vous voulez, de faire quelque chose de pérenne, qui va durer dans le temps. Ça, c'est un des objectifs qu'on a aujourd'hui sur ton infrastructure, c'est faire quelque chose de pérenne qui dure dans le temps, à minimum 5 ans, sans qu'on ait forcément besoin de toucher. Je ne parle pas forcément des stations de pollution, mais je parle des stations météo, des capteurs de sol qu'on peut implémenter aujourd'hui sur voirie. Pour les stations météo, je pense que c'est pas Pierre qui vous dira le contraire, il faut une certaine maintenance, 1 mois, tous les 2 mois, il faut aller nettoyer les capteurs de pollution parce que ça s'encrasse. On a eu le cas là, sur un capteur que teste Air Paris, Porte Dorée. Au bout de 4 mois, toute la pipe d'aspiration elle était complètement encrassée et il faut réaliser une maintenance. Tout ça pour vous dire qu'on apprend beaucoup en tant que société là-dessus. Pour nous, c'est le plus important. C'est pas tellement de gérer un capteur ou de collecter la donnée d'un capteur, c'est savoir où est-ce qu'on va l'installer et comment on pérennise en fait l'installation du capteur. Voilà.
Ensuite, il y a d'autres initiatives, et là je vais laisser Pierre Pernaut avec le Airlab vous en parler, c'est avoir des territoires où on peut agglomérer facilement les startups. Donc nous, un des objectifs aussi, c'est de pouvoir, avec nos armoires intelligentes, agréger des startups qui ont des capteurs intéressants et de leur proposer toute une infrastructure de courant faible ou de courant fort, mais surtout une gateway, une normalisation de la donnée. Donc